et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Steve Niyungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 29 novembre 2020, dont voici les principales articulations. Des agents de l'État accusés de faux et usage de faux. Dans ce magazine, nous vous parlerons d'un couple qui profite de leur poste pour tromper et dépouiller les gens de leurs biens. Le trafic de jeunes prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi. À Ruyigi, certains sont emmenés en secret en Tanzanie, où ils sont souvent exploités sexuellement. Et comme tous les dimanches, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Ubahuka. Et aujourd'hui, il sera question de la responsabilité des responsables des maisons carcérales du Burundi dans la disparition des détenus sortis par les agents du service national des renseignements. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où une personne a été tuée à l'arme blanche, tandis que deux autres ont été blessés. Cela s'est passé ce samedi dans les provinces de Ruyigi et Kirundo. Les violences domestiques seraient à l'origine de cette barbarie. Le point avec Hervé Niohir. Séverin Nduhirubusa, c'est le nom de la personne qui a été poignardée sur la colline Gitwa, commune Butezi, province de Ruyigi. Selon les habitants de cette colline, vers 20h de ce samedi, Séverin Nduhirubusa se chamaillait avec sa femme. Ils en ont arrivé au mai. Les conjoints se sont blessés par coup de couteau. L'épouse Dino Defrazi Nahimana a poignardé son mari au niveau de sa poitrine et au dos. Et ce dernier est mort sur le champ. Les conflits dans leur ménage sont la cause de cet assassinat. Efrazi Nahimana est actuellement au centre de santé de Butezi où elle bénéficie des soins. Des bagarres suite aux conflits familiaux ont été signalés ce samedi également sur la sous-colline Buvyukana, colline Gisitwe, commune nègre de la province Kirundo. Un homme du nom de Boniface Minani, âgé de 47 ans et père de 5 enfants, a poignardé sa femme du nom de Confidence Kamaliza. Pour le moment, il est à l'hôpital Ngozi. Boniface Minani a accusé sa femme d'infidélité. Après avoir commis ce forfait, Boniface Minani se rendit à la police. Il est incarcéré au commissariat communal. Merci à toi Hervé Niyouhiri. De la sécurité, passons à la page droits de l'homme pour parler de la libération ce samedi de 4 habitants de la commune Burambi et membres des partis de l'opposition qui avaient été arrêtés jeudi et vendredi dernier et incarcérés à la brigade de la commune Burambi en province Rumongi. Tous les 4 avaient été accusés par l'OPJ du nom de Ngongoro de donner des entraînements aux groupes armés, des accusations rejetées par les concernés qui ont fini par être relâchés faute de preuves les incriminant. Et en page politique, le mouvement des actions patriotiques reconnaît les contributions de la communauté internationale, même s'il demande que les Burundais cherchent d'abord eux-mêmes les solutions à la crise en utilisant tous les moyens autorisés par la loi. Selon le président de MAP Burundi Buhire, Emery Pacifique Igiraneza, la communauté internationale a sa façon de réagir face aux problèmes évoqués. Emery Pacifique s'est exprimé au cours d'une conférence de presse de ce samedi. Nous, en tant que mouvement politique, nous avons envoyé beaucoup de correspondances à différentes organisations internationales qui sont des partenaires, aussi des représentants des États, même au Conseil de sécurité. Je vous dirais une chose, j'en connais quelque chose parce que j'ai fait les relations internationales aussi. La réponse, des fois, des correspondances pareilles ne vient pas comme tu l'attendais. Des fois, ils préfèrent agir. Et agir de leur manière. Je ne vais pas te dire que demain, parce qu'on vient de lancer un cri d'alarme, tu verras une action qui peut-être nous satisfera beaucoup plus. Mais il faut faire
notre rôle, celui d'alarmer, celui de critiquer, celui de proposer des solutions à qui veulent les entendre. Et je suis sûr qu'il y a des cas où la communauté internationale regrette de n'avoir pas écouté les opposants. Il y a aussi des situations où la communauté internationale se félicite d'avoir écouté les opposants. Je pense et j'espère que cette dernière, c'est là la réalité dans notre cas. Ce mouvement politique indique comprendre les Burundais qui ont choisi de chercher la solution à la crise par les armes. Selon Emery Pacifique Igiraneza, aucun opposant, y compris les rebelles du mouvement Red Tabara, récemment attrapés au Rwanda, ne devrait être extradé au Burundi. Encore une fois, Emery Pacifique Igiraneza. Le Rwanda, il est vrai, a fait cette pratique très diplomatique. Ils ont donc cédé ces 19 rebelles, soi-disant du Red Tabara, à la CILGL. Et puis, pour nous, en tant que MAP Burundi Buhire, je dois avouer que nous n'étions pas impliqués ni de loin ni de près dans les négociations et dans cette affaire. Donc, ce que je vais dire, c'est ce que tu as vu, ce que j'ai vu. Et ce que je vais dire, c'est que je ne serai pas pour aucune personne qui est envoyée au Burundi, dans n'importe quelle façon. Le Burundi n'est pas un pays paisible, c'est pas un pays où il y a la justice. Et alors, qu'il soit rebelle ou pas, il ne faut pas qu'il soit envoyé au Burundi. Et je pense que c'est même cette prudence qu'a eu le Rwanda de ne pas remettre directement au Burundi ces jeunes gens. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute personne impliquée dans l'affaire devrait être très prudente sur la façon de traiter des cas pareils. Il ne faut pas vraiment envoyer aucune personne, surtout des opposants, au Burundi pour le moment. Les propos du président du MAP Burundi Buhire ont été recueillis par notre confrère Émile Nimasumba. Une courte pause et nous abordons la page société de ce magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Bon nombre d'enfants originaires de la commune Gisuru en province Ruyigi partent de plus en plus en République unie de Tanzanie. Emmenés en clandestinité, les parents s'inquiètent surtout que certains d'entre eux sont sexuellement exploités. Les détails avec Rachel Kagiski. Dans cette commune Gisuru, le nombre d'enfants emmenés en Tanzanie est très inquiétant. Notre source dans la dite commune de la province Ruyigi révèle que ce trafic est fait par des commissionnaires burundais qui collaborent avec les Tanzaniens. Actuellement, ils amènent les filles et les garçons. Certains sont sexuellement exploités. D'autres font des travaux ménagers, des travaux dans des champs de tabac, tomates et ils gardaient aussi des vaches. Ces commissionnaires les amènent à l'insu de leurs parents. Les enfants ciblés ont l'âge compris entre 12 et 16 ans et ce mouvement a été constaté depuis 4 ans. Les parents ne sont pas informés des départs de leurs enfants. Il y a un enfant de mon petit frère qui a été amené. Il est revenu après une année. Il n'a rien amené sauf un téléphone et panneau solaire d'une valeur de 50 000 ainsi que sa batterie. Nous nous sommes rendus compte de ce mouvement après 2016. Contacté, Gadeni Nganza, administrateur de la commune Gisuru, dit qu'il n'est pas habilité à donner des informations sur nos médias. Rachel Kagissi, en page de gouvernance, l'on parle des grognes des habitants de différentes collines et quartiers de la province Gitega. Ces derniers s'insurgent contre les chefs de quartier ou les chefs collinaires qui exigent des pots de vin pour apposer leur signature sur des contrats de vente. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Ils en ont fait une vache laitière. Tel est le point de vue des habitants de Gitega vis-à-vis de l'habitude développée par certains administratifs à la base quand ils sont appelés à être témoins de la vente d'un terrain ou d'une parcelle. Selon la population, ces administratifs ne peuvent accepter de signer sur les contrats de vente qu'après avoir été payés, généralement représentés par le chef de quartier ou le chef de colline. Lors de la signature de tels contrats, ils reçoivent du vendeur 50 à 5 000 francs burundais selon la situation géographique ou l'étendue de la parcelle ou du terrain vendu.
L'acheteur doit également en disponibiliser autant pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de ses administratifs. Le butin doit normalement être partagé équitablement entre les 5 membres du conseil collinaire ou de quartier, déclare une source parmi les administratifs à la base. Il n'est pas rare qu'il profite au seul chef ou lui et une partie de membres des conseils, du moins selon toujours notre source parmi les administratifs à la base. Les habitants de la province Gitega demandent à la brigade anticorruption d'user de son pouvoir pour éradiquer cette pratique. Marie-Ange Ilakoudzi, toujours en parlant d'abus de pouvoir et de vol, certains agents du ministère de la Justice et de l'Urbanisme sont accusés d'escroquerie. En effet, l'une des familles victimes de ces agents vient d'envoyer une correspondance au président de la République dans laquelle elle lui demande de la rétablir dans ses droits. C'est après que cette famille en question ait été induite en erreur par ces agents de l'État qui lui ont vendu une parcelle en lui présentant des faux papiers. Plus de détails avec Eloge Divin Remesha. Cette famille qui a été escroquée par ces agents de l'État est celle d'Aloïse Awonimana, un Burundais vivant aux États-Unis d'Amérique. Actuellement, la dite famille fait savoir qu'elle est menacée par Georges Bigirimana, un inspecteur au sein du ministère de la Justice, ainsi que son épouse Godeliev Mbonima, qui travaille au bureau des titres fonciers. Ces menaces sont venues après que ce couple ait vendu une parcelle aux proches d'Aloïse Awonimana pour le compte de ce dernier. Une parcelle qui par après s'est révélée ne pas leur appartenir. Pourtant, un contrat avait été signé entre les deux parties, lequel contrat stipulait que Georges Bigirimana et son épouse Godeliev Mbonima vendaient leur parcelle de Nyabugete à Aloïse Awonimana. Le montant débloqué pour cette transaction était de 40 millions de francs burundais. N'étant pas au pays, Aloïse avait été représentée par son beau-frère du nom de Difax Nahimana, son frère Juvenal Nahimana, ainsi que son parrain de mariage Melkia de Mounianeza. Le contrat fut signé en date du 20 juin cette année, document à l'appui. Ensemble, ils se sont même rendus chez un notaire pour finaliser le processus d'achat de la dite parcelle. Mais au moment où les travaux de construction de la maison d'Aloïse Awonimana allaient débuter, un individu, accompagné par 2 policiers, est venu leur dire de stopper ses activités, arguant que cette parcelle lui appartenait. Sidérés, les proches d'Aloïse Awonimana ont par la suite essayé de vérifier la véracité des documents leur fournis par Georges Bigirimana et sa femme et ont constaté que les documents étaient faux. Quand ils ont demandé à cet inspecteur ce qui se passait, il leur a demandé de patienter jusqu'à ce que lui et sa femme obtiennent gain de cause auprès de la CNTB. Un argument qui, au lieu de tranquilliser la partie adverse, n'a fait que l'irriter davantage, surtout que les supposés anciens propriétaires n'avaient jamais mentionné que cette parcelle était en litige. Après avoir constaté qu'ils avaient été trompés, les proches d'Aloïse Awonimana se sont plaints aux autorités à la base, mais cela n'a rien donné. Le 17 novembre 2020, la famille d'Aloïse Awonimana a décidé d'écrire au président de la République pour lui demander de l'aide afin qu'il soit dédommagé. Près de 2 semaines après, ils n'ont toujours pas eu de réponse. À ce propos, la RPA essaie de joindre Georges Bigirimana, inspecteur au sein du ministère de la Justice, qui est cité dans des actes d'escroquerie, mais sans succès. Vous saurez que ce n'est pas la première fois que cet inspecteur et sa femme sont pointés du doigt dans de tels actes d'escroquerie. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Place maintenant à la rubrique Ouahuka. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les prérogatives du Service national des renseignements sur un détenu qui est en prison, qui soit toujours dans les mains du parquet ou celle de la justice. Notre invité va nous parler de celui qui endossera la responsabilité de ce qui arrive au prisonnier quand il a été sorti de prison. La rubrique Ouahuka vous est présentée par Clovis Neonzima.
Le service national de renseignement burundais est en charge de la sécurité nationale et qui, dans sa mission, doit se conformer à la loi régissant comme les autres organes comme la police, l'armée et la justice. Toutefois, cet organe a tendance à se comporter comme un organe supérieur aux autres au lieu de collaborer avec d'autres organes, a priori celui de la justice. Est-ce que la loi permet à ce service d'aller sortir un détenu de la prison pour procéder à des enquêtes supplémentaires? Si un prisonnier qui a été sorti de prison disparaît ou revient en situation critique à cause de la torture qu'il a subie, qui en sera responsable? Notre invité est Maître Janvier Bigirimana, juriste et défenseur des droits humains. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima, bienvenue. La radio publique africaine, c'est l'œil, c'est l'oreille, c'est la voix du peuple. RP. Dans une période de moins d'une semaine, il y a eu des cas de prisonniers disparus et d'autres torturés après avoir été sortis de prison par les agents des services de renseignement alors qu'ils vont faire des enquêtes supplémentaires. Cela s'est manifesté à la prison centrale de Mbimba et celle de Muramvya. Mon confrère Trésor Nyongabo nous en dit plus. Il se remarque un phénomène inhabituel dans les maisons carcérales du Burundi. En effet, certains responsables des prisons font sortir illégalement des prisonniers pour les remettre aux agents des services de renseignement. Les détenus sortis dans de telles circonstances sont par la suite portés disparus. Les plus chanceux sont torturés et ramenés dans un état critique. Le cas le plus récent est celui de 2 prisonniers de Mbimba, à savoir Bigirimana Hermenegilde et sa femme, tous détenus à la prison centrale de Mbimba. Le directeur de cette prison les avait remis aux agents de renseignement le 20 novembre de cette année. À leur retour en prison, Bigirimana Hermenegilde était dans un état critique. Un autre cas est celui d'Ilambona Jean de Dieu et Kwizera Isaac, qui ont été sortis de la prison centrale de Muramvya le 19 novembre de cette année par le directeur de cette prison, puis les avait remis à l'OPC 1 Félix Havyarimana, responsable provincial des services de renseignement dans cette province. Le dernier exemple en date est celui d'une femme du nom d'Emeline Hakizimana qui a été sortie de la prison de Mbimba et remise aux agents de renseignement. Elle est également retournée dans cette prison dans un état critique. À chaque fois qu'un détenu sorti de prison subit de la torture, on l'enferme en isolement pour cacher les signes de ce mauvais traitement une fois de retour en prison. Au sein de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, ils demandent au ministère de la Justice, qui a aussi les affaires pénitentiaires dans ses attributions, de punir les auteurs de ces crimes. Dans cette rubrique, nous sommes aussi avec notre invité au téléphone. Maître Janvier Bigirimana, vous êtes un juriste et aussi un défenseur des droits de l'homme. Pour la première question, quand est-ce que le service national de renseignement travaille en étroite collaboration avec la justice? Et sur ce même point, si le service national de renseignement arrête un suspect, combien de temps ce service peut le garder dans leur cachot? Si des motifs qui ont fait croire que le suspect est coupable d'une manière ou d'une autre, comment ce service travaille avec les instances judiciaires? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je dois préciser que le service national de renseignement est un service public, un service qui dépend en principe de la présidence de la République. C'est un service qui a pour, entre autres missions, le recueil d'informations en rapport avec la sécurité du pays, mais aussi en rapport avec l'économie nationale ou d'autres matières qui pourraient toucher la sécurité des citoyens en général. Ce service, comme vous le mentionnez dans votre question, c'est un service qui collabore avec d'autres services, mais il a une collaboration particulière avec les instances judiciaires, notamment avec les différents parquets, parce que ce service a la compétence de pouvoir arrêter certains suspects, notamment lorsque ce sont des suspects qui puissent éventuellement toucher ou être un handicap par rapport à la sécurité nationale. Lorsqu'un suspect est arrêté par le service national de renseignement, parce que ce service est doté des pouvoirs d'officier de police judiciaire, c'est-à-dire que c'est un service qui a des compétences légales pour pouvoir arrêter des suspects. Et lorsque des suspects sont arrêtés par ce service, ils peuvent être détenus dans les cachots
de son service dans un délai qui normalement ne doit pas dépasser le délai de garde à vue qui est reconnu à la police parce que c'est un service qui n'a pas beaucoup de cachots, c'est-à-dire que les personnes qui doivent passer par là devraient y passer de façon transitoire avant d'être transférées au niveau des cachots qui dépendent directement d'autres instances judiciaires. C'est-à-dire que le service national de renseignement, en principe, devrait pouvoir détenir un suspect pendant au maximum 14 jours, mais au-delà de ce délai, ce service n'a pas la possibilité de pouvoir continuer à détenir les suspects. Et lorsque ce service a besoin d'autres informations sur les suspects qu'il a déjà transférés au niveau du parquet, c'est via ce parquet que ce service peut demander l'autorisation de pouvoir entendre encore une fois le suspect en question. Ce qui se fait actuellement au niveau de la collaboration de ces instances judiciaires, je pense qu'il y a beaucoup de lacunes de fait, des lacunes qui font que les instances judiciaires sont parfois timorées par ce service qui tend à commander les autres services au lieu de collaborer. C'est-à-dire que le service national de renseignement se comporte comme si il est au-dessus des instances judiciaires, alors que ce n'est pas le cas selon la loi burundaise. Partant de ce que la loi prévoit, est-ce qu'il y aurait des cas où le service national de renseignement est permis d'aller sortir un prisonnier d'une maison de détention pour aller faire ses propres interrogatoires? En principe, lorsque le service national de renseignement arrête des personnes suspectées d'avoir été impliquées directement ou indirectement dans la commission d'une infraction, le service doit communiquer avec le parquet et c'est sur base d'un dossier du parquet que ces suspects vont être transférés à la prison, pour dire qu'en principe, le service national de renseignement ne devrait pas directement collaborer avec les prisons, parce que les personnes détenues au sein de différentes prisons sont soit sous la responsabilité du ministère public ou de la juridiction compétente lorsque le dossier a été déjà déféré devant la juridiction pénale compétente. Dans la pratique, cependant, on observe un certain nombre de dérapages qui font que le service national de renseignement puisse aller extraire des prisonniers qui sont dans différentes prisons sans l'autorisation préalable soit du parquet, soit du juge compétent. Cela est une aberration et surtout que les personnes qui sont souvent extraites de ces prisons subissent plusieurs violations, y compris des disparitions forcées. Donc, en bref, le service national de renseignement doit collaborer sous le contrôle du parquet, notamment lorsqu'il vient d'arrêter des personnes qui ne sont pas relâché immédiatement. Le dossier doit être transféré au parquet et c'est le parquet qui, en principe, va continuer la suite de la procédure, notamment auprès des juridictions pénales qui sont compétentes. Ces derniers jours, il se présente des cas où les agents des services nationaux de renseignement vont sortir les prisonniers des prisons en passant par les directeurs des maisons de détention. À un certain moment, on ne retrouve plus leurs traces. Pour d'autres, ils sont torturés. Qui sera responsable de leur vie? On doit préciser que pour les conditions matérielles, pour la vie quotidienne des prisonniers, c'est le département ou la direction générale en charge des services pénitentiaires qui sont responsables de la gestion quotidienne des prisonniers. C'est-à-dire que pour déterminer les responsabilités, on doit commencer par les responsables des prisons parce qu'ils sont chargés de veiller à la sécurité des prisonniers au sein des différentes prisons. Il y paraît que dans ce genre de situation, on se retrouve dans une chaîne de responsabilité, une sorte de responsabilité en cascade, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles d'être impliquées dans les violations commises, que ce soit les tortures ou les cas de disparition forcée. Mais les premiers responsables qu'il faudrait interroger, ce sont justement soit la direction générale en charge des affaires pénitentiaires
ou les directeurs des prisons. Autre chose, c'est que pour qu'un prisonnier puisse sortir de la prison, il doit y avoir un écrit d'une autorité compétente. Ça peut être le ministère public, et ça pourrait aussi être la juridiction compétente. Mais dans le cas contraire, les responsables des prisons savent pertinemment que c'est pas n'importe quelle autorité qui a le droit de pouvoir venir prendre les prisonniers, notamment quand on sait que la sécurité peut être menacée. Ce qui se fait actuellement dans la gestion de ce genre de dossier, nous sommes dans une situation d'impunité, sinon si les responsabilités devraient être établies, on devrait commencer par ces responsables des prisons parce qu'ils sont les premiers à répondre de toutes questions en rapport avec la sécurité, avec le sort des prisonniers qui sont soit torturés ou qui sont portés disparus. Mais la Constitution de la République du Burundi, en son article 23 par exemple, dit que les organes de l'État n'ont pas le droit de traiter de façon arbitraire les citoyens, c'est-à-dire que tout agent public qui pourrait être directement ou indirectement impliqué dans ce genre d'infraction, dans ce genre de violation, il pourrait normalement être poursuivi, il pourrait être tenu responsable de ce genre de situation. Maître Janvier Bigirimana, je rappelle que vous êtes un juriste et un défenseur des droits de l'homme. Je vous remercie de votre intervention et le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. Ah oui, j'aime la radio publique africaine. Elle nous informe, elle nous forme. RP. C'est sur ces idées de Maître Janvier Bigirimana que s'achève la rubrique Ubahuka de ce dimanche 21 juin 2020 qui était centrée sur les prérogatives du service national de renseignement à pouvoir sortir un prisonnier de la maison de détention. Vous avez entendu qu'il y a une procédure à suivre et que la permission du main écrite est de nécessité absolue pour qu'un directeur de prison puisse mettre un prisonnier à la disposition du service national de renseignement et qu'il est également le premier responsable si un mal venait à arriver à ce prisonnier, car lui au moins saurait en premier à qui il lui a donné. Merci à notre invité. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Ubahuka. Merci à toi Clovis Nyonzima. Et voilà, c'est sur cette rubrique Ubahuka qu'on nous met un point final au magazine Humura Burundi de ce dimanche 29 novembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique, à savoir Fabrice Ndimurukundo qui assurait la mise en onde et Steve Niyongeko qui était à la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon week-end à tous et bon début de semaine à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.